Puerto Plata, Punta Cana. Des noms qui évoquent le sable chaud, l'eau turquoise, les cocotiers. Les vacanciers fuyant l'hiver aiment venir entretenir leur bronzage en République dominicaine, une des destinations à la mode. Savent-ils que le premier voyageur européen, Christophe Colomb, est arrivé il y a plus de 500 ans sur la plage d'Isabela? Christophe Colomb est important pour toute l'humanité quand il est arrivé le 12 octobre 1492 sur la terre américaine. Puis, il a foulé de ses pieds un 5 décembre 1492 l'île de Saint-Domingue. La statue de Christophe Colomb domine la place principale de Santo Domingo, la capitale. Le touriste curieux oubliera les plages pour venir découvrir les monuments construits par les colonisateurs ou pour flâner dans les ruelles fleuries. Il poussera les portes pour pénétrer dans les patios. Il empruntera la première rue pavée des Amériques, la Calle Las Damas, vers une des plus belles demeures de la ville. Ce lieu était la résidence du premier gouverneur Nicolas de Ovando qui est arrivé ici au tout début du XVIe siècle. Il y a élu sa résidence ainsi que le gouverneur militaire de l'époque. Et en ce lieu étaient concentrés tous les premiers édifices réalisés, construits par la nouvelle puissance espagnole. Ce lieu n'a plus grand-chose à voir avec ce qu'il était quand nous l'avons récupéré il y a une quinzaine d'années. Nous avons conservé une partie, bien évidemment, notamment les murs ont été conservés de ce qui existait. Ils ont simplement été restaurés, dans les règles de l'art, bien évidemment, parce que tout ceci a été réalisé sous le contrôle du patrimoine et de l'organisation du patrimonio dominicain, pour que tout soit respecté, que tout soit gardé dans l'esprit, que les techniques de construction, des toitures, des sols, des murs soient absolument observées par la construction. Nous avons le patio Colón, nous avons le patio Hernán Cortés et le patio Las Damas, du même nom de la rue. Et ces patios sont des endroits absolument charmants où les clients aiment se détendre, se réunir. Nous y donnons quelques concerts, nous y faisons des cocktails. C'est un lieu de vie important, comme dans l'habitat traditionnel de cette région. En 1492, la population qui occupait Hispaniola, la petite Espagne, accueille d'abord pacifiquement les navires européens. Elle constituait la plus ancienne civilisation des Caraïbes, mais l'arrivée des premiers hommes blancs leur fut fatale. Il y avait un groupe important qui habitait l'île, les Taínos. Ils pratiquaient d'importantes cérémonies appelées arreitos, rite de l'arrêt. Cela consistait à mettre des pierres appelées monolithes, les unes derrière les autres, pour limiter ce terrain qu'ils appelaient Bate d'Aps. Ils dansaient, chantaient, tous participaient, hommes et femmes, enfants. Les femmes étaient chargées d'apporter la nourriture et de s'occuper des petits, de distribuer les boissons. À travers ces cérémonies, les Taínos remerciaient les dieux pour leur bonne récolte, pour le beau temps. Ils rendaient hommage aux défunts. Ils se servaient de colliers en coquillage. Quand ils sautaient, les colliers s'entrechoquaient et produisaient un son agréable à entendre. Anthropologue, Sylvain Bischoff a suivi la route des caravelles pour venir étudier la civilisation taïno. Le tabac a été découvert par Christophe Colomb en 1492, tout d'abord dans les Bahamas et ensuite en République dominicaine dans l'île d'Hispaniola. Ce tabac, en fait, c'était les Indiens qui le fumaient, d'une part de manière par la coutume et l'habitude pour pouvoir fumer, et d'autre part, le chef donc religieux qu'on appelait le béiké se servait du tabac pour faire une initiation vis-à-vis des personnes qui devaient rentrer en religion, donc la religion taïno qui était une religion polythéiste. Et ce tabac, on s'en servait avec une poudre de telle sorte à faire des inhalations, de telle sorte à ce que la nicotine naturelle du tabac puisse rendre la personne, enfin la mettre en transe et qu'elle puisse entrer avec le monde invisible et surnaturel des dieux taïnos qu'on appelait les émis. Les taïnos avaient à peu près un état fédéré, un peu comme la Grèce antique. Ils cultivaient tout ce qu'on appelle les légumes autochtones, qui sont le niamé, l'igname, qui sont la yucca, donc le manioc, qui sont la majorité des fruits tropicaux. Ils cultivaient également
les avocats, enfin ils cultivaient la totalité des produits propres à ici, le cassabé qui vient du manioc également, et ils le gardaient de telle sorte à pouvoir nourrir la population. Les Espagnols découvrant ces plantes inconnues en Europe ont utilisé les noms taïnos en les modifiant. Comme par exemple Cohiba, qui veut dire en fait le tabac, le cigare, Tabacu, qui était également taïno, qui veut dire le tabac, et beaucoup de mots qu'on a gardés par rapport aux phénomènes naturels, par exemple l'ouragan, huracan, par exemple la pirogue, piroga, par exemple le canoë, qui est un canoa. Tous ces mots et bien d'autres, le caïman, caïman, tous ces mots et bien d'autres font partie directement de la terminologie taïno. La taille de ces graines de tabac, comme vous pouvez le voir, est très petite, ce qui rend la plantation directement dans les champs difficiles. On peut remarquer que dans 2 grammes, il y a environ 10 000 graines. On met donc les graines sur un plateau avec un substrat fertilisé. On utilise cette technique pour que les graines germent. On attend un peu que le plant ait la taille idéale pour le transplanter un par un sur ces plateaux. Ce sont des plants qui ont environ 30 jours. On peut les transporter dans le champ afin de les repiquer. Il est important de souligner qu'ici, les conditions climatiques sont semi-contrôlées. C'est-à-dire qu'avec ces serres, nous n'avons pas d'influence de la pluie et nous contrôlons l'irrigation et la fertilisation. Nous avons aussi un contrôle très strict des fléaux et des maladies. À maturité, les feuilles sont récoltées, puis mises à sécher avant de rejoindre la fabrique. Ce que nous faisons, c'est que nous sélectionnons tout ce qu'il y a de meilleur dans la cape que nous avons ici. La cape, c'est la feuille extérieure du cigare. On commence par regarder l'élasticité, mais aussi sa beauté. En République dominicaine, nous commençons à produire des capes, car actuellement nous devons les importer à 100%. Avec cette variété de tabac que nous sommes en train de développer, c'est sûr que nous avons toutes les capes dont nous avons besoin pour la capacité de production de cette manufacture de tabac. Et par la suite, nous pourrons en exporter comme nous le faisons pour la tripe. La tripe, c'est l'intérieur du cigare. Actuellement, produire un cigare nous coûte je ne sais combien de dollars. Mais 80% de sa valeur est dans la cape, qui est donc la plus belle partie du cigare. L'arrivée de Christophe Colomb sur la terre américaine a eu un impact de manière générale, au niveau social comme économique, et même jusqu'à la sécurité alimentaire. Ils ont pu ramener jusqu'au vieux continent des produits importants qui font partie de la consommation massive de ses habitants, comme par exemple la pomme de terre, le maïs, le manioc, la patate douce et le mapou, et de nombreux tubercules qui poussent dans cette terre et qui font encore partie des nombreux aliments de base. La République dominicaine n'est pas que plage. Au centre de l'île, le Pico Duarte se hisse à plus de 3000 mètres. Constanza, entourée de montagnes, est restée longtemps isolée. Son climat tempéré permet pourtant d'acclimater des légumes et des fleurs que nous cultivons dans nos jardins. La pomme de terre, originaire de la cordillère des Andes, du Pérou, a trouvé ici une terre d'accueil. Constanza a commencé à se développer du point de vue agricole dans les années 50, avec l'arrivée des émigrants espagnols, japonais et hongrois. À partir de là, tout a été positif, et Constanza a été le garde-manger de la République dominicaine en légumes.
Nous pouvons les planter toute l'année. Nous pouvons dire que nous avons une température moyenne de près de 15 degrés. Nous avons en été 12 heures de lumière et en hiver 10. Cela nous permet de semer n'importe quel produit à n'importe quel moment de l'année. Actuellement, nous avons une gamme de plus de 40 produits. Produits exotiques, arbres fruitiers introduits par les Japonais et les Espagnols. À part ça, pour ce qui est des cultures mineures, nous avons du brocoli, des choux-fleurs, du chou, des fraises, de l'ail, des pommes de terre, de l'oignon, grâce aux conditions climatiques. Les petits producteurs forment des chaînes de distribution avec les grands producteurs. Actuellement, les 10 principales chaînes de supermarchés du pays sont fournies tous les jours en produits frais d'ici. Depuis 8-10 ans, nous fournissons en légumes les USA, avec grand succès. En 2002, à partir de ce moment, on a commencé la culture bio, certifiée par la BECO d'Allemagne. Actuellement, on l'exporte et on la consomme localement. Esteban Jiménez Olivares, d'origine espagnole, fut l'un des premiers à venir s'installer à Constanza. Ici, on cultive de tout. Des oignons, des pommes de terre, de tout. Ça, c'est pour être replanté ailleurs. C'est de la laitue. On sème en continu toute l'année et on en prend grand soin. Parce qu'on met ça, du fumier. Il y en a qui font un mélange et la salade n'est pas aussi bonne. Nous, c'est pour ça que nous vendons beaucoup. Mais pourquoi avoir choisi la culture sous serre? Pour protéger la plante. Et comme cela, on peut la replanter plus rapidement ailleurs. On la vend au marché, parfois cher quand il n'y en a pas beaucoup, mais parfois cela ne rapporte pas un sou. Ici, on cultive du céleri. Là-bas, on avait mis des haricots et pour l'instant, il n'y a pas de culture. Je ne sais pas encore quoi. On a différents clients. On vend aux automobilistes qui vont en ville. Alors ils cueillent eux-mêmes et ils emportent. C'est comme cela qu'on cultive à Constanza. Au-dessus de Constanza, au détour d'un virage, des serres apparaissent. Des roses attendent d'être coupées et préparées pour l'expédition. Les conditions climatiques permettent de les faire pousser à côté des fleurs tropicales. Vous les retrouverez peut-être chez votre fleuriste après un périple de plusieurs milliers de kilomètres qui passe souvent par la Hollande. Ici, nous cultivons surtout des roses, des lys et des gerberas, des aromcala et d'autres feuillages comme l'eucalyptus, le romarin et le ruscus. Cette propriété compte environ 80 personnes qui travaillent tous les jours et une dizaine qui dépendent indirectement d'ici. Elle est située géographiquement ici pour le climat qu'on a. Pour nous, il est plus facile d'adapter la plante au climat que le climat à la plante. Bizarrerie de la mondialisation, ces plants de gerbera sont semés en Hollande. Quelques heures d'avion, de route et de piste pour venir grandir ici avant de faire le voyage retour vers l'Europe. Est-ce raisonnable ? Nous avons semé là-bas sur 2 mètres, une combinaison de sol mélangé avec du compost de cocotier. Le sol fournit toute la nourriture, tous les minéraux que nous donne la nature.
Avec le cocotier, sur la partie superficielle, nous apportons les fertilisants pour qu'il y ait plus d'espace et pour maintenir une humidité correcte au niveau des racines. Parmi tous les travaux que l'on fait pour ces cultures, ce qui compte le plus, c'est la coupe et le désherbage. C'est ce que fait la dame là-bas, qui consiste à ôter les feuilles les plus vieilles pour que la plante ait une meilleure photosynthèse. En même temps, on ôte les tiges non utiles. Elles nous servent de bouture. En supprimant tout de suite les vieilles feuilles, nous évitons les fléaux et les maladies de la plante. En altitude, la température nocturne décroît rapidement, mais dans la journée, il fait vite très chaud sous la serre. Il a donc fallu trouver une solution. Le soir, nous la fermons pour que la chaleur reçue la journée soit conservée la nuit. Et comme ça, il n'y a pas un écart trop grand. Parce que si la journée, il y a une température de 35 degrés, et la nuit de 8 degrés, la plante a un stress physiologique. Et si elle est stressée, elle rentre dans un état de rébellion. Elle ne mange pas. Ses stomates sont fermés. Et elle ne peut plus se nourrir et finalement, elle meurt. Nous sommes ici dans une plantation d'eucalyptus. Baby Blue, bébé bleu. C'est une variété spéciale pour la décoration. C'est que notre hiver, c'est celui-là. Il vient juste de commencer et nous avons actuellement à peu près une température de 22-23 degrés. Alors que l'hiver, en France ou dans n'importe quel autre pays d'Europe, il fait 0 et aucune plante de ce type ne peut tolérer des gelées. Pour nous, c'est très important, car nous pouvons le cultiver toute l'année. Continuons par des pistes incertaines, plus haut, vers l'intérieur. Des vergers envahissent, à perte de vue, les flancs de la montagne. Dans la propriété, nous avons de nombreuses variétés. Les kakis, les pêches, les prunes, les kiwis, les pommes, 4 variétés de pêche, 2 variétés de kiwis, les noix de pécan, les framboises, des nèfles du Japon et un peu de cerises cherry. En hiver, les feuilles tombent, 3 mois après, les fleurs reviennent, et après les fleurs, on a les feuilles. Et il faut encore 4 mois pour commencer à cueillir les fruits. Tous les arbres hibernent, sinon on n'a pas de production. C'est le problème que nous avons avec les pêches. Si les feuilles ne tombent pas maintenant, en décembre, l'arbre peut mourir. Ici, on a la production des kakis. Il y a 17 arbres. Ces arbres fournissent le pays entier. Chaque arbre adulte donne 2500 à 3000 fruits. Ça dépend de sa taille. Le kaki est le seul arbre au monde qui produit tous les ans la même quantité de fruits. La fleur réussit à 100%. Dans les années 50, le père de Juan est venu d'Espagne, de la région de Valence, avec quelques graines dans ses poches. Ça, ce sont des fèves. Nous l'appelons Bachoco Valencia. Ça se met dans la paella valencienne. Ah, c'est très très bon. On n'a pas eu le temps de déguster les fèves de José Pascual, car un autre rendez-vous nous attend à Constanza. Les touristes dominicains qui y séjournent ne font pas seulement la cueillette chez Nona. Ils ne résistent souvent pas à la tentation de remplir leur coffre des productions de Dani. Je me consacre depuis longtemps aux plantes ornementales. C'est une affaire de famille. En ce moment, nous nettoyons pour que ce soit en bon état. La pluie a fait beaucoup de dégâts. Elle a été très forte ici, en République dominicaine. Il y a de nombreuses variétés. Les iris, les roses, les géraniums, les œillets, les incesios, les marguerites, quelques orchidées,
Et des broméliacées, des lauriers roses et des daturas. Ma mère a commencé avec un petit jardin, et mon frère aussi. On a appris avec le temps, avec des gens qui nous rendaient visite, des botanistes. Sur la route de retour vers la capitale, les pépinières nous invitent à des arrêts fréquents. La tentation est forte de faire comme les dominicains, quelques achats. Arrivé dans la plaine centrale, l'autoroute est bordée sur des kilomètres par des orangers. Cette plante que vous voyez ici doit avoir 8 ans. Et c'est une variété Valencia, semée dans une optique industrielle. Et d'ici, on envoie la récolte d'oranges à la fabrique. On a vérifié auparavant comment était le degré de sucre et d'acidité des fruits du verger. On récolte en suivant les recommandations du laboratoire. Nous avons environ 3200 hectares de plantations comprenant les pépinières, celles qui produisent et celles qui sont au stade de renouvellement. Nous avons une production annuelle de 40 000 tonnes environ. L'élaboration du jus se fait à la fabrique. Les oranges passent dans les pressoirs, puis on sépare la pulpe de l'essence, parce que c'est le concentré qui nous intéresse. On vend une partie de la pulpe aux éleveurs pour l'alimentation du bétail, surtout des bovins. Et l'autre partie est destinée au compostage. On l'emporte dans des cours où il est entreposé pour être ensuite transformé en engrais bio. Et on le remet dans les champs. Les pépins, nous les vendons à une compagnie qui les transforme. Ils en extraient de l'essence ou ils font des semis pour de nouveaux arbres. En ce qui concerne la protection de l'environnement, nous avons un programme de développement intégré qui a déjà 16 ans. Pour avoir une idée, avant de cueillir les fruits, il faut 21 jours sans traitement. Comme ça, nous essayons de protéger autant la microfaune des maladies que le personnel qui travaille dans les vergers. Pour rejoindre Jarabacoa, on préférera la piste à la route moderne. Les ornières et les trous secouent un peu, beaucoup, mais les paysages traversés méritent l'éventuel mal de dos. Blotti au cœur des montagnes, Jarabacoa est le lieu de villégiature préféré des riches dominicains. Ils viennent se ressourcer dans un climat tempéré et profiter des nombreux torrents et rivières. L'activité touristique n'est pas la seule, l'agriculture tient une part importante. En 2002, le gouvernement a développé un projet ambitieux de culture sous serre. Le climat et l'altitude propices ont permis à Jarabacoa d'être l'un des sites retenus. Je fais ça parce que l'occasion s'est présentée. Je suis un ancien commerçant en chaussures et j'ai vu que le projet était intéressant. C'est vrai, c'est bien pour notre pays. Et pour moi, ça a changé un peu. Ça a été une thérapie, parce que j'en avais assez des affaires. Et je venais passer la journée ici pour voir mes plants, d'abord tout petits et après qu'ils grandissent. Pour moi, c'était un repos, une thérapie, et c'est pour ça que ça m'enthousiasmait. Cette structure, comme vous le voyez, est hermétiquement fermée. On a sur le toit un plastique et sur le côté un filet anti-insectes
qui isole les cultures des insectes. Pour pouvoir entrer, vous vous êtes rendu compte que nous avons des mesures pour éviter que n'importe qui entre. Il faut au préalable se désinfecter les mains et les pieds, ne pas venir d'autres lieux de culture en plein champ ou d'une serre qui pourrait être contaminée. Tout ce qui entre ici, c'est nous qui l'apportons, car ici, c'est complètement fermé. Nous prenons ces mesures pour éviter la contamination des insectes et les maladies dans cette serre. Ici, on a le poivron rouge. Il faut attendre 75 à 80 jours à peu près avant de commencer la récolte. En ce moment, on commence à les couper. Ce cycle peut durer de 8 à 10 mois, ça dépend. Vous pouvez voir que le poivron n'est pas dans le sol, mais sur une couche avec un substrat, un sol artificiel. Ce substrat est élaboré avec de la cendre d'un arbre local, l'aroya. C'est un substrat typiquement dominicain qui a été inventé ici. On a développé cette serre avec du substrat de cendre de cocotier. C'est avec ça qu'on a commencé. On a eu de très bons résultats, donc on l'utilise encore car il est très bien. Ces cultures, comme je l'ai dit, font environ 4800 mètres carrés et l'on pense produire entre 100 et 110 000 tonnes. C'est la moyenne de production. Cette production est en majorité destinée à l'exportation. On travaille pour exporter environ 70 à 80% de la production aux USA et à Puerto Rico. Le chef de l'hôtel Grand Rimeno a adapté les recettes traditionnelles de la région afin d'utiliser cette nouvelle production locale, le poivron. Nous allons maintenant travailler le mofongo de fruits de mer. C'est un plat typique de l'hôtel Grand Rimeno. On a la langouste et le poisson et c'est le plus important du plat. On le cuit à l'avance environ 2 minutes sur le feu. Maintenant, on va découper le poulpe pour le mettre dans la poêle. Voici le mélange de fruits de mer que nous allons ajouter ici. Avec les poulpes, les crevettes et le mélange qui était là. Ça, c'est du poivre. Et ça, c'est un peu de beurre. Ensuite, le vin blanc. Ça, c'est la sauce mère qui va servir pour le plat. On en met 2 petites cuillerées. Et ça, c'est la sauce rouge de tomate. On remet sur le feu 9 minutes maximum. Ça, ce sont les poivrons qu'on va préparer pour les mettre sur le grill et ils serviront pour la décoration. On met les poivrons sur le grill 5 minutes à feu doux. Un peu de sauce mère. Voilà les bananes que nous allons utiliser. Elles ont frit 3 minutes. Et on les met dans le mortier. On ajoute un peu de beurre. Voilà la queue de langouste, les bananes plantains en purée et le poisson frit. Voilà les crevettes.
le mélange de fruits de mer dont nous avons parlé auparavant, qui forme le plat qui s'appelle le mofongo de fruits de mer. C'est un plat typique, créé ici dans l'hôtel Grand Rimeno. Et tous ceux qui viennent ici apprécient beaucoup ce plat, parce qu'il est fait avec des produits entièrement naturels et ça plaît beaucoup à ceux qui le mangent. Le café, originaire de la Corne de l'Afrique et de l'Arabie, s'est parfaitement adapté dans les îles hautes des Caraïbes, car il lui faut fraîcheur nocturne et humidité. Nous avons plus ou moins 2000 hectares de caféiers dans la zone élevée où on produit un café d'excellente qualité. Pourquoi d'excellente qualité ? Parce que nous sommes à cette altitude, de 700 à 1500 mètres au-dessus du niveau de la mer, avec un pH de 5,6 à 6,5. La pluviométrie se situe entre 1000 et 1500 mm par an. Nous faisons une cueillette manuelle avec une équipe qui sélectionne les grains en séparant les grains mûrs des verts. Ensuite, on les met dans des sacs et on les transporte en camion ici, où nous faisons du café écologique. Le processus commence par dépulper les grains, les laver, les trier et on les met dans des séchoirs. On les met sur des surfaces bien propres, dans des séchoirs ou des tunnels, où ils restent pendant une période de 6 à 7 jours pour perdre l'humidité et être secs. On les remue 15 à 16 fois par jour. Lorsque la bonne humidité est atteinte, entre 10 à 12%, on les décortique. On le fait dans un moulin ou guardiola, une machine réglée pour enlever la coque. On passe au tri d'abord par la dimension, puis le poids et enfin la couleur. Comme les machines ne sont pas parfaites, il reste des impuretés. Et on fait un tri manuel. On met le café dans des sacs de 60 kg. Ils sont prêts pour l'exportation ou la torréfaction. Pour la torréfaction, on met le café dans le grilloir qui torréfie en 12 à 15 minutes les 60 kg, entre 232 et 235 degrés. Ensuite, on a une période de repos de 48 heures pour les refroidir un peu. Puis, les grains vont être moulus. Il y aura une nouvelle période de 46 à 48 heures pour l'acidification avant la mise en sachet. Nous sommes exportateurs de café vert et de café torréfié. Nous achetons 8 à 10 000 quintaux à d'autres producteurs et nous produisons nous-mêmes 15 à 20 000 quintaux. Nous sommes ici dans la zone des pépinières, où l'on sélectionne la semence. On la dépulpe dans une machine bien calibrée, on la sèche un peu et on lui enlève un peu d'humidité. On la met ici dans les germoirs avec du sable pour optimiser la germination. Tout ce que nous semons ici, c'est de l'arabica. Après une période d'environ 5 à 6 mois, les plants sont prêts pour aller dans la plantation. Ce sont des nouveaux plants qui vont être replantés en pleine terre. Ici, ils sont sous un toit pour qu'on puisse réguler la quantité d'eau et de lumière. Quand on emporte les plants dans la plantation, on les repique et 2 ans et demi, 3 ans après, ils commencent à produire. La canne à sucre est arrivée dans les cales des navires espagnols dès le début du XVIe siècle. Cette plante préfère les terres basses car il lui faut chaleur et humidité. Tous les ans, l'herbe est coupée puis transformée en sucre et en rhum. Sur la route qui mène à Santiago, les vendeurs de fruits alignent leurs échoppes. Une banane pour calmer une petite faim, quelques gorgées d'eau de coco bien frais pour se désaltérer, tout cela pour quelques pesos. Le monument aux héros de la restauration de la République domine la ville de Santiago,
Construit sous le règne du dictateur Trujillo, sa façade austère de marbre blanc contraste avec la chaleur de la vieille ville dont les origines remontent à Christophe Colomb. En 1504, il confie à 30 cavaliers la mission de bâtir un fort pour défendre les mines d'or du Cibao. Un tremblement de terre détruit la ville en 1562. Reconstruite l'année suivante, elle joue un rôle important dans l'histoire dominicaine. Petit plus, c'est le berceau du merengue qui se danse au son du tambour, de l'accordéon et de la guira, un instrument en forme de rap. Un rythme que doit entendre et apprécier Sylvain dans sa plantation d'arbres fruitiers. Ici, au moins, on a la tranquillité, de la bonne terre, absolument tout type de fleurs, d'arbres fruitiers qui poussent, quasiment pas de plaie à part l'herbe, qui est un véritable cauchemar, à cause justement de ce milieu tropical et des pluies. Et bon an, mal an, on a l'espérance de voir pousser ce qu'on a planté, que ce soit des arbres fruitiers ou pas. Donc là, tu as 32 taréas de citronniers, donc des citronniers de lime, tout planté avec une rangée de bananes plantain. Parce que quand on plante un citronnier, il est tout petit, il va mettre à peu près 3 à 4 ans à grandir. Donc dans l'intervalle entre les citronniers, en attendant qu'il soit grand à peu près au bout de 5 ans, on est bien obligé de planter quelque chose pour au moins rentabiliser le terrain et le temps d'attente. Et la banane plantain et le citronnier sont deux plantes qui résistent beaucoup à l'eau, donc ça permet qu'en fait ils ne sèchent jamais et c'est relativement complémentaire. S'il n'y avait que des bananes plantain, il y aurait beaucoup de moustiques. Et le citronnier tout seul, ça fait un peu tristounet, donc c'est beaucoup plus joli. Et la banane plantain, c'est sympathique. La pépinière, c'était juste pour essayer, enfin, histoire de reproduire les fleurs et reproduire les plantes ornementales, également reproduire les arbres. Et on a commencé uniquement par bouture, c'est-à-dire en fait recouper des branches et les planter. Et au fur et à mesure, avec l'expérience, on voit ce qui pousse, on voit ce qui ne pousse pas. Et ensuite, on a essayé avec les semences, ou avec les noyaux, ou avec les pépins, peu importe. Et après, on essaye le plus difficile par greffe. Donc ça, par exemple, c'est des bougainvilliers. Les bougainvilliers, ça, c'est par bouture. On coupe, ça pousse. Les crotons, c'est pareil. Au bout de 2 mois, on est à peu près sûr si la technique est bonne ou la technique n'est pas bonne. Quand il n'y a rien qui pousse, on prend le même sac plein de terre et on replante quelque chose. Et au bout de 2 mois, si ça ne repousse pas non plus, c'est que la méthode n'est pas bonne. Sur un ensemble de pépinières, on ne fumigue quasiment jamais. Même pas 2 fois à l'année, quasiment jamais. Par contre, les arbres fruitiers, si on veut faire une production et avoir une rentabilité, les arbres fruitiers, on fumigue avec les 3 produits, insecticides pour les insectes, acaricides pour les araignées et fongicides. Voilà, grosso modo, c'est... Et ensuite, on lui met dessus ce qu'on appelle de l'engrais foliaire, qui est de l'engrais liquide ou qu'on dilue, de telle sorte à ce qu'il y ait plus de fleurs, donc plus de production. Ça, c'est un bougainvillier couleur fuchsia, qu'on appelle en République dominicaine Trinitaria, donc la trinitaire, pour la simple et bonne raison qu'il y a 3 pétales. Et en 1848, lorsque une conspiration menée par les 3 futurs pères de la patrie, qui s'appellent Mella, Duarte et Sanchez, ont créé une association secrète, de telle sorte à faire tomber le gouvernement espagnol. Ils ont appelé ça la Trinitaria. Donc en hommage aux pères de la patrie, le bougainvillier a pris pour nom la Trinitaria, puisque le bougainvillier a 3 feuilles, 3 pétales sur les fleurs. En République dominicaine, les gens, même s'ils sont pauvres, même s'ils sont de classe humble et qui n'ont pas beaucoup d'argent, ils aiment bien faire un petit jardin autour de leur patio, où ils peuvent donc s'asseoir et discuter. Et quelle que soit la maison d'un Dominicain pauvre, il va toujours acheter 2 ou 3 fleurs à Noël, ou 2 ou 3 fleurs dans l'année, au cours de l'année, pour pouvoir embellir en fait sa maison. Une route bordée de cocotiers nous entraîne vers Puerto Plata, l'un des centres touristiques du pays. En bord de mer, les hôtels s'alignent, offrant piscines et jardins tropicaux. C'est nous qui avons créé ce jardin. Il y a environ 6 ans que nous sommes là. Nous sommes 11 jardiniers qui nous occupons de l'entretien quotidien des différentes plantes, comme les noix de coco, les amandes, les différents types de palmiers, de nombreuses espèces, beaucoup de crotons et de fleurs. Avec les plantes, on a beaucoup de petits problèmes.
Mais on les résout facilement. Il y a la cochenille, beaucoup. On résout le problème par fumigation. On met de l'engrais aux plantes quand on sent qu'elles souffrent. La pelouse ici, du mois de mai à septembre, est en meilleur état que maintenant, parce qu'avec le froid, elle s'abîme. Quand les beaux jours reviennent, elle se plaît ici. L'herbe est mieux quand il fait chaud que quand il fait froid. Les gens viennent ici pour la plage, la piscine et pour utiliser tout ce qui est inclus. Ils vont en ville. Puerto Plata est une ville historique. Ils vont au parc central, ils prennent le téléphérique, ils vont au musée, à la forteresse Saint-Philippe et sur la promenade du bord de mer. La vue sur l'océan Atlantique depuis le jardin Isabella est magnifique. Les touristes s'y aventurent, mais ce sont surtout les Dominicains qui apprécient la montée en téléphérique et la promenade dans la forêt tropicale. L'après-midi, il n'est pas rare qu'un brouillard envahisse le sommet, rendant le lieu fantasmagorique. Deux routes relient Puerto Plata à Santiago. On préférera la route ancienne, dite touristique, pour avoir le plaisir de discuter avec le vendeur de fruits et d'orchidées. Voilà. Carlos semble particulièrement apprécier la pulpe de coco bien frais. Nous sommes ici au kilomètre 23 de la route touristique, à 20 km de la ville de Puerto Plata. Ce projet écotouristique, c'est comme cela que nous l'appelons, car c'est du tourisme écologique à environ 6-7 ans de fonctionnement. Nous avons plusieurs variétés de fleurs, d'arbres fruitiers, comme les caramboles, les avocats, les citrons et d'autres variétés d'agrumes. Et nous avons le célèbre higuero, une calebasse que les indigènes utilisaient pour transporter de l'eau, mais aussi comme récipient pour la nourriture. La partie intérieure a des vertus médicinales. Avec l'extérieur, on fait des lampes pour la décoration des maisons. C'est un higuera, une sorte de calebasse. C'est du cacao. C'est amer. On peut le sucer. Quand il sèche, il donne le chocolat. C'est une châtaigne. On l'épluche, on l'ouvre, on enlève l'écorce et on peut la cuire dans l'eau avec du sel. Quand elle est bien tendre, on peut la manger crue. Ça, c'est l'arbre à pain. Pain de massa, là-haut. Nous avons 4 ouvriers dans la plantation. Je suis le chef jardinier. Il y a 175 hectares et on va encore en ajouter. Il y a pas mal de moustiques, mais pas de maladies. On nettoie les plantes, on les taille, on travaille et on les soigne bien. Les héliconias, on les replante à partir des plants. On les déterre. On les divise et on les replante.
Il y a une autre que l'on replante à partir de la motte. Mais on fait aussi des semis avec les graines. Il faut nettoyer les plantes. Quand elles ont poussé, nous avons des héliconias, des gingembres, des palmiers et des palmiers de carton. Cajuil. Cajuil, mierda. ¿Hay cajuil ahí? Sí, pero de eso no tiene. Avant de quitter la République dominicaine, une dernière visite à Santo Domingo s'impose. Riche de son histoire, la zone coloniale est la partie la plus passionnante, mais aussi la plus charmante et romantique. Les bâtiments centenaires permettent de prendre la mesure de l'importance d'Hispaniola dans l'histoire du Nouveau Monde. Lieu insolite, les Trois Yeux, des lacs souterrains creusés dans le récif corallien envahis par une végétation exubérante, que l'on retrouve au jardin botanique, le plus grand des Caraïbes. Ce jardin botanique a différentes zones. L'une d'entre elles est réservée aux plantes endémiques, c'est-à-dire qu'on ne trouve que dans l'île Hispaniola. Et ici, on peut voir par exemple celle qu'on appelle Canelilla. Plusieurs plantes ont le nom de Canelilla, mais ce sont des plantes aromatiques très utilisées dans nos communautés. En plus, nous avons ici, par exemple, celle qu'on appelle Canito, une espèce endémique exclusive, pratiquement en voie de disparition, celle que nous voyons là-bas. Nous avons aussi parmi les espèces endémiques des arbres utilisés pour leur bois, très importants pour la qualité de leur bois. Cette espèce est remarquable. C'est une des 5 espèces de palmiers royales, comme on les appelle, qu'on trouve dans les Caraïbes. Cette espèce a de nombreux usages dans nos communautés, parce que les fruits servent à l'alimentation des porcs. On l'utilise en planche pour faire des maisons. Elle a aussi un usage médicinal et un usage cérémonial. C'est une des plantes qui a le plus d'usage en République dominicaine. Cette plante s'appelle langue de vache. C'est une plante endémique de l'île, très rare. On utilise ses feuilles comme savon pour laver parce qu'elle contient de la saponine. Son nom, langue de vache, vient de la dimension et de la forme de ses feuilles. Le jardin botanique national est divisé en 12 ou 13 grandes zones. Ça, c'est le jardin japonais. Là-haut, il y a la maison du thé où l'on sert du thé. Cette zone, on l'utilise pour différentes activités sociales, des mariages, des anniversaires et autres fêtes. C'est ce qu'on pourrait appeler un poumon, et peut-être le premier poumon de la République dominicaine. Des étudiants nous rendent visite, aussi bien des écoles primaires, secondaires que des universités. Comme cette île a des altitudes très variées, de 44 mètres au-dessous du niveau de la mer au lac Enriquillo, à 3100 mètres au pic Duarte, la corniche des Antilles, son point le plus élevé. Il y a donc une variation énorme d'ambiance et on a une flore très riche. Les résidus produits par le jardin peuvent remplir 6 à 7 camions par jour. On les broie dans cette machine et ensuite on les mélange à ce résidu animal pour faire du compost. Cela nous permet de résoudre 2 problèmes. D'abord, la manipulation des résidus, car il y en a beaucoup, comme vous le voyez là-bas. Et ensuite, l'incorporation d'engrais dans le jardin botanique dont les sols ne sont pas très bons. Mais en combien de temps ce compost est-il utilisable? 2 mois, 3 mois au plus, parce qu'il pleut et il fait chaud. Ce sont les conditions idéales pour fabriquer du compost. Je sais que dans d'autres pays, au climat plus froid, cela prend plus de temps.
parfois un an. Mais ici, disons, en 3 mois, pour être plus sûr, il est prêt. Et la quantité que nous produisons, c'est 100 mètres cubes par mois. C'est-à-dire que nous fabriquons environ 600 à 800 mètres cubes par an. Le jardin botanique possède une collection d'orchidées endémiques remarquable. Vous pourrez même suivre le travail des jardiniers rempotant les jeunes plants. Des conseils inutiles pour Paul Temple, un Anglais passionné d'orchidées installé à Constanța. Ces orchidées sont assez difficiles à trouver quand elles ne sont pas en fleurs. Elles sont juste vertes, et du vert dans du vert, c'est dur à voir. Surtout, je suis passionné par les toutes petites orchidées. Et trouver les petites, c'est vraiment très dur. Elles sont aussi victimes de gens qui les cueillent sans savoir ce que c'est. Elles disparaissent donc et elles sont de plus en plus rares. Le ministère du Tourisme, le gouvernement, les agents du parc, tous les officiels pensent qu'il est très important de les protéger. Et ils ont fait un très bon travail en créant le parc national. Mais le public a du mal à comprendre l'intérêt de la protection. Et cela crée des problèmes avec une partie du public. Certains continuent à prélever, surtout des touristes, aussi des dominicains qui ont des jardins, des personnes riches. Ils ne comprennent pas que prendre des orchidées dans la nature peut créer des dommages. C'est difficile. Un dernier conseil, lors de votre séjour, venez admirer les orchidées et les broméliacées du Jardin botanique national, car ce serait dommage de profiter des plages superbes en oubliant les autres richesses naturelles de la République dominicaine.